Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à notre débat sur la Smart Tech et la transition écologique dans le Grand Est. Je suis Olivier Mirguet, je suis journaliste correspondant de La Tribune dans cette région Grand Est. Et nous avons aujourd'hui trois invités, trois participants à cette table ronde. Sébastien Pelka, bonjour, vous êtes fondateur de Direct Market, vous allez intervenir en premier. Michael Gandecki, bonjour, vous êtes Bonjour. cofondateur de la société MyFood, qui a déjà un petit peu plus d'ancienneté que la société Direct Market. Et Stéphane Chaufria, bonjour, vous êtes le directeur général de l'incubateur Semia, et vous allez nous présenter tout à l'heure l'actualité de cet incubateur qui est maintenant présent sur l'ensemble du Grand Est. Semia était à l'origine l'incubateur strasbourgeois d'entreprise. Alors, commençons par Sébastien Pelka. Vous avez fondé la Olivier. société, bonjour, vous avez fondé la société Direct Market et vous êtes justement en incubation, au Semia à Strasbourg. Quel est l'objet de la société Direct Market? Quel est votre objet et quel est votre business model? Direct Market, c'est la marketplace des produits locaux pour les pros, commerçants et restauration collective, avec un service logistique dédié. On fait tout. On permet à une multitude de commerçants de commander auprès d'une multitude de producteurs en un clic sur la base de shops sur mesure, géolocalisés. On peut enlever les produits auprès des exploitations, on prépare les commandes, on livre ces commandes au pied des magasins. Et pour aller au bout des choses, on gère facturation et paiement pour le compte de tous, de manière sécurisée et ultra rapide, via un pilote avec CIC France qu'on a mené. Donc, on se veut un moteur de l'autosuffisance alimentaire des territoires. Vous êtes sur un modèle business to business ou est-ce que vous vous adressez directement aux consommateurs? Alors, on s'adresse aux conso, mais en passant par les commerçants. On permet aux commerçants d'afficher à son consommateur, à lui, la transparence du prix. Donc, on a un modèle en B2B, 2C. Nos clients utilisateurs sont les producteurs et les commerçants. Mais au final, tout ça, ça s'adresse au consommateur final. Vous êtes référencé dans quelles enseignes de grande distribution? On est référencé aujourd'hui auprès de filiales groupe Auchan du type Chronodrive, avec lesquelles on est en déploiement complet, auprès de Cora, auprès d'Auchan, auprès du groupe G20. Voilà, une multitude de référencements en cours encore. Sommes en contact avec des enseignes étrangères également, canadiennes, portugaises, suisses, italiennes. Voilà, aujourd'hui, Direct Market, c'est plus de 350 points de vente signés. C'est à peu près voilà, plus de 250 producteurs. C'est plus de 2000 produits qui transitent au moment où on se parle sur la plateforme. Voilà, si on empilait tous les cajots qu'on a traités, on dépasserait la hauteur de l'Everest. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Quel est votre parcours professionnel avant de fonder Direct Market et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette société? Écoutez, je suis tombé dans le commerce tout petit, hein, je dirais, pendant mes études. J'avais besoin de bosser l'été pour gagner un peu ma croûte. Et au fil du temps, j'ai commencé donc au plus bas de l'échelle et au fil du temps, c'est devenu une passion. Et puis, j'ai fini à des postes très haut placés et aussi donc très intéressants. J'ai pu échanger avec tout un tas de spécialistes, donc j'ai une maîtrise du sujet très bonne. Et j'ai aussi travaillé de nombreuses années de manière très proche du monde agricole. Donc j'ai accompagné des exploitations agricoles, des magasins de producteurs, etc. Et j'ai toujours été très proche en fait de ce sujet de l'approvisionnement local. Je suis, en toute humilité, un spécialiste de l'adaptation d'un point de vente à son site. Donc réellement sur des problématiques locales. J'ai eu l'occasion de travailler ces problématiques d'approvisionnement, aussi bien du côté de différentes enseignes de distribution, à différents niveaux, logistique, point de vente, approvisionnement, et aussi donc du côté des producteurs. Et c'est tout ça qui, tout doucement, m'a amené, avec Marc Dorel, mon associé, cofondateur, à créer Direct Market. Direct Market se place au cœur, c'est un rouage qu'on a mis entre tous ces acteurs-là pour les remettre en fonction sur certains aspects. Donc, on se veut un tiers de confiance et moteur de ce sujet-là. Alors, vous étiez commerçant et vous êtes devenu start-upper. Comment ça se passe quand on relance sa carrière comme ça? Ouais, je suis un commerçant à la base. Quand je suis arrivé au Semia, Stéphane me parlait avec des mots que je ne comprenais pas. Je devais lui demander de traduire, scale-up, enfin voilà, des choses comme ça. Ouais, je suis devenu start-upper en intégrant l'écosystème du Semia.
Et ça a été une chance pour moi parce que en tant que commerçant, j'ai monté Direct Market avant d'avoir cette rencontre avec le Semia et Stéphane. Et puis, ça a été une vraie chance parce que c'est un accompagnement complet, global, c'est du conseil, c'est un soutien. Vous savez, j'aime bien dire que, vous voyez l'image où vous êtes tout en haut du toboggan là, qui tourne dans tous les sens au parc aquatique. Bon, c'est bien, c'est l'équipe qui vient et qui nous motive avant le départ, quoi, tellement on est flippé. Et puis, bon, on y va, c'est un go, quoi. Comment est-ce que vous avez financé le démarrage de la société Direct Market? Alors, démarrage, ça a été financé de notre poche. Hum. Je pense que si j'avais rencontré Semia et cet incubateur en amont, les choses se seraient passées un petit peu différemment, quoi. Mais oui, on a eu aussi beaucoup de soutien financier, surtout c'est important au début de ces initiatives, bah, de trouver ces soutiens financiers, techniques, d'expertise. Vous êtes allé chercher des capitaux? Oui, 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 on est en train de closer une levée de fonds aujourd'hui. Vous Euh, voyez, vous parlez comme Stéphane, vous dites closer. Ah ouais, ouais, je suis devenu un start-upper, je vous le dis. Faut me croire. Vous cherchez à lever combien de fonds en ce moment pour Direct Market? Écoutez, on cherche à lever à peu près 1 million d'equity avec les effets leviers qui vont avec. Mhm. Tout ça, c'est en bonne voie. Je vous annoncerai voilà, tous les montants définitifs et finaux dans quelques jours, normalement. Vous êtes combien de salariés pour faire tourner la société en ce moment? Très peu nombreux. C'est une boîte qui est, au moment où je vous parle, ben, on a 3 salariés, on a 3 stagiaires. Par contre, autour de Direct Market, je dirais Direct Market, ce n'est pas des frontières nettes. Il n'y a pas de frontières claires à Direct Market parce on fait travailler autour de nous tout un tas de monde, des développeurs informatiques, des logisticiens. Et puis, je dirais, Direct Market, ça va aussi un petit peu au-delà par rapport à cette dimension humaine, au-delà parce qu'une part de Direct Market aujourd'hui, c'est aussi l'écosystème du SEMIA et tout ce qui touche, enfin tout ce qui est autour. Donc voilà, on sera une vingtaine de salariés d'ici la rentrée. Donc là, les embauches se font rudes. Et malgré le confinement, ben, je rentre 3 nouvelles personnes mardi. Mhm. Et puis, on va enchaîner quoi, pour pouvoir bien assurer notre développement. Alors, Michael, vous aussi, vous êtes dans l'alimentation, vous êtes dans l'agroalimentaire, mais vous ne passez pas par la grande distribution. La C'est un peu société différent, c'est MyFood, un autre un modèle, vous modèle proposez des desserts. décentralisé. Desserts, ouais, pour faire sa propre alimentation à la maison. Oui, tout à fait, hein. Mhm. Donc l'idée, c'est d'aider un maximum de personnes de produire leur propre alimentation chez elles, que ce soit sur un petit bout de jardin, sur une terrasse, sur un toit et aussi en intérieur. Donc l'idée, c'est aussi de s'adresser à ces problématiques d'un environnement qui se transforme, d'une logistique parfois qui se tend et d'un contexte aujourd'hui qui fait passer les personnes, qui fait en sorte que les personnes passent de plus en plus de temps chez elles. Et donc, on arrive aujourd'hui à répondre à toutes ces problématiques en les accompagnant avec une expérience clé en main qui va leur permettre étape par étape de produire leur propre alimentation. Donc, la solution, on va dire, la plus courante qu'on va retrouver chez nous, ça va être sous la forme d'une serre, hein, donc d'une serre intelligente, connectée, qui se déploie sur 22 mètres carrés et qui combine des techniques de permaculture et d'aquaponie, c'est-à-dire de la culture à la verticale, où on met en synergie des poissons et des végétaux. Et derrière ça, c'est des personnes qui rejoignent d'autres pionniers comme eux, d'autres contributeurs de cette belle initiative libre et ouverte, avec aussi le support d'agronomes qui viennent les guider pas après pas, étape après étape, pour leur permettre rapidement d'atteindre de hauts niveaux de productivité toute l'année. Mais en quoi l'aquaponie est-elle essentielle dans votre dispositif? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors aujourd'hui, hein, vous pouvez constater là, on a déjà de fortes chaleurs et la gestion de l'eau devient vraiment centrale quand on parle de jardinage au sens large, même au sens un peu plus, on va dire, industriel du terme. Et ce fonctionnement en circuit fermé permet d'économiser beaucoup d'eau et surtout sur la partie fertilisation, donc la partie qui permet vraiment au végétal de pousser à toute vitesse, on a besoin d'un engrais vert, d'un engrais organique qui provient simplement de la déjection des poissons. Donc on peut complètement se passer d'engrais issus de l'industrie pétrochimique qui ont un impact carbone quand même assez conséquent pour cultiver dans un espace restreint, dans le volume, en circuit fermé, avec donc peu d'eau, peu de maintenance, avec de bons rendements
des végétaux ultra sains, ultra frais toute l'année, sans pesticides, hein, je ne le répète jamais assez, mais en tout cas, c'est le principe, dans son jardin, de pas de sa cuisine. Et cette approche de culture verticale en aquaponie permet de faire ça. Est-ce que tous vos clients sont des particuliers ou est-ce que certaines entreprises achètent vos serres? Oui, alors certaines entreprises, on est sur une répartition quasiment de 50-50 en période assez classique, hein. Aujourd'hui, c'est un peu Mmh. différent. Mais en tout cas, des restaurateurs, des chambres d'hôtes, des sociétés qui souhaitent mettre un peu de verre pour leurs employés, pour leur confort personnel. Mmh. Tous ces types de profils vont être intéressés par ce qu'on propose, vraiment des solutions clés en main qui permettent rapidement de pouvoir se lancer dans l'agriculture urbaine. Et ça peut intéresser les écoles, ça peut intéresser les centres de recherche, des lycées, des collèges. En tout cas, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires en professionnel. Quel est le prix d'une serre de 22 mètres carrés telle que vous l'avez décrite tout à l'heure? Alors, une serre de 22 mètres carrés démarre à partir de 8 900 euros. Ça peut grimper un peu plus en fonction des modèles qu'on souhaite équiper. Donc, Mmh. elle peut être équipée de panneaux solaires, de poêles à granules pour l'hiver. Elle peut être équipée aussi d'un plancher, d'une option en couleur pour la rendre vraiment très, très élégante dans un jardin bien conçu. Mmh. Et globalement, bon, le panier moyen se situe aux alentours de 14 000 euros, ce qui permet aussi un amortissement assez rapide puisqu'on investit finalement dans un outil de production qui s'amortit au bout de 5 à 6 ans. Donc l'idée, c'est que vous alliez justement un peu moins au supermarché, utiliser un peu moins la voiture, qu'il n'y ait pas de gâchis, donc pas de gâchis énergétique ou de gâchis même dans la consommation, mais que vous Mmh. consommiez ultra frais, vraiment à 0 km, et que cette non-dépense, ce budget finalement que vous économisez, finalement vous permette d'amortir cette serre sur quelques années. Combien de serres avez-vous déjà vendues depuis la création de la société? Alors, on a en plus de 400 maintenant, hein. Je pense qu'on va dépasser les 500 cette année. C'est vrai qu'il y a une belle accélération Mmh. avec une situation un peu particulière. Donc, l'année dernière, c'était une année d'hypercroissance. Je pense que cette année, comme c'est parti, ça le sera encore une fois. Donc, Mmh. on est en train de doubler le chiffre d'affaires chaque année sur des volumes déjà assez conséquents. Et ce sont, oui, 400 serres déployées principalement en Europe, dans les pays limitrophes, mais aussi parfois à l'international. Ça peut être au Canada, ça peut être aux États-Unis, ça peut être ailleurs. On livre partout. Mmh. Pourquoi la crise sanitaire a-t-elle engendré chez vous une hypercroissance? Alors, comme je disais, hein, donc les gens ont des budgets aussi qui se détournent, hein, des voyages Mmh. et d'autres types d'investissements, hein. Ils sont amenés à passer beaucoup plus de temps chez eux. Donc, ils aménagent ça comme voilà, ils l'entendent aujourd'hui par rapport à des problématiques du moment, que ce soit le réchauffement climatique ou la raréfaction des énergies non renouvelables. Ils se disent finalement, ben, pourquoi pas, justement, ben, vu qu'on a du temps devant soi et qu'on est chez soi, s'adresser, contribuer à un projet qui fait du sens et qui permet vraiment de transformer son quotidien. C'est-à-dire que c'est vraiment une transformation d'un modèle justement de la production, on va dire, assez classique vers les supermarchés. Eh bien, c'est vraiment l'aliment qui vient à soi. Et bon, on profite du caractère ultra frais, sans pesticides. Alors, ultra frais, c'est beaucoup plus de nutriments, et ça, c'est montré, hein. Ça, on a pu le montrer de notre côté. Donc, une meilleure santé, une meilleure qualité de vie. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir avoir sa petite bulle qui Mmh. fait du Mmh. sens dans un monde en transformation, en profond changement. Et c'est toute cette expérience, toute cette communauté qu'on porte à Mmh. travers ce message. Alors Stéphane Chaufria, est-ce que ces deux entreprises sont emblématiques de l'écosystème que vous avez participé à construire avec Semia? Problématique, oui, je pense qu'en en tout cas, c'est symptomatique de la variété des profils aujourd'hui qui composent nos jeunes entreprises et startups. Parce que Mickaël a un vécu qui est différent de Sébastien aussi. Sébastien, on va dire, un peu plus âgé, a un vécu professionnel un peu plus abouti sectoriel. On voit un grand nombre de personnes avec ce type de vécu se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Mmh. D'autres parcours, voilà, Mickaël, je pense qu'il est arrivé plus jeune dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, ça souligne surtout cette variété de profils. Et comme j'aime à le dire, je n'arrive pas à décrire à quoi ça ressemble aujourd'hui un entrepreneur d'une startup incubée, et ça me va très bien. C'est Mmh. Mmh. vraiment important d'avoir cette richesse-là et de se dire que, au final, là, c'est plutôt le discours évangélisateur, c'est que tout le monde peut se lancer. Je pense que, par contre, il doit avoir je ne les connais pas suffisamment, surtout Mickaël, mais je pense qu'il doit avoir des qualités en commun sur la capacité de vision, de ténacité, d'engagement. Et ça, c'est un peu, on va dire, des choses qui font qu'ils en sont là aujourd'hui. Et c'est deux très belles boîtes. J'ai pas de jardin, mais j'ai toujours dit, j'ai dit à un des associés de Mickaël que je serais fan d'avoir ça chez moi. Et je trouve ça juste trop génial ce qu'ils ont fait. Et puis, entendre ce niveau de croissance aujourd'hui, ben voilà, ça montre qu'il se passe des choses.
il se passe des choses sur des secteurs où on ne nous attend pas forcément. C'est vrai qu'on est surtout connu pour la santé et des choses se passent grandement dans ce secteur-là. Et c'est vraiment important de pousser ce secteur de la santé parce que c'est un facteur d'entraînement sur tout le territoire. Mais il ne faut pas le réduire à ça, ce territoire, loin de là. Et les initiatives de Michael, de Sébastien s'inscrivent finalement dans des projets qui sont porteurs de sens. Ça, c'est aussi un vrai dénominateur commun aujourd'hui dans la démarche entrepreneuriale telle qu'on la voit. Et ceux qu'on voit de plus en plus arriver ont envie d'avoir un impact réel sur la société, quelle que soit la tech, quel que soit le bout dans lequel on le prend. Sébastien, ce n'est pas quelqu'un qui vient de la tech, c'est quelqu'un qui vient de métier, mais il a trouvé la tech pour développer son idée. Voilà, donc il y a différents chemins pour donner corps à une idée qui a du sens. Nous, c'est notre job de les aider pour certains dans ce chemin-là. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une vraie dynamique sur ce territoire et qui n'est pas réduite qu'à un seul secteur. Et on a des très belles autres histoires dans le numérique qui arrivent, qui feront parler d'elles dans les mois qui viennent et sur d'autres technologies un peu dures. Donc voilà, on est sur une très très belle lancée en Alsace et dans le Grand Est au sens large d'ailleurs. Vous avez combien d'entreprises en incubation dans l'incubateur public SEMIA? Alors SEMIA, c'est l'incubateur alsacien. Donc, il y en a à peu près une 130 sur SEMIA. Et ensuite, sur le Grand Est, sur le réseau Quest qui s'est structuré en partant de l'ADN SEMIA qu'on a développé depuis 2018 et qui nous a permis de convaincre d'autres territoires de faire ce chemin de l'incubation avec nous. On est aujourd'hui sur 4 autres structures qui ont choisi de travailler et qui sont intégrées dans l'association SEMIA en l'occurrence, et qu'on a fédéré au sein d'une seule bannière qui est Quest for Change, donc ce réseau d'incubateurs. Sur l'ensemble, on a à peu près 220 entreprises, startups à date qui sont en cours d'accompagnement, et ça pèse un peu plus d'1 millier de personnes entre les fondateurs et leurs salariés. Voilà, le nombre de personnes et de projets qui sont accompagnés par Quest. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est sur une phase amont et embryonnaire, on va dire, on est sur les premiers mois, années de vie économique de ces entités. Donc, ce qu'on adore, c'est les voir partir de chez nous. Donc, Sébastien va bientôt partir. J'ai une petite larme, un énorme sourire à le voir partir parce que nous, on est là et moins longtemps ils restent, mieux on se porte finalement. C'est-à-dire qu'ils avancent vite, qu'il y a une croissance et que demain, ils vont porter de l'emploi pour ce territoire et l'activité pour ce territoire. Donc, nous, on pèse 200 et quelques boîtes, 1 millier de personnes. Ça veut dire combien dans 3-5 ans partant de ce terreau-là? Alors, le réseau Quest, il est présent sur Strasbourg-Mulhouse, mais aussi sur Reims, Metz, Charleville-Mézières, Épinal, c'est bien ça, C'est ça. Voilà, on a une couverture sur ces autres territoires. Comme je le disais, c'est les communautés d'agglomération de ces territoires, CCI, qui ont souhaité développer cette fonction d'incubation avec nous. Donc, on leur amène une approche, un ADN qui est très entrepreneurial, une façon de faire qui est assez, on va dire, opérationnelle et hands-on. On n'hésite pas à rentrer dans les sujets quand il y a besoin avec les porteurs. Mais c'est lié aux personnes qu'on a recrutées et qui accompagnent les startups qu'on incube, qui sont toutes normalement d'anciens entrepreneurs. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque recrutement et de ne pas transiger sur ce caractère-là. C'est qu'on a tous été de l'autre côté. Ça, c'est super important parce qu'à minima, on ne sait pas tout, ça c'est sûr. Dès qu'on en a fait, ça c'est sûr. Donc, ça, on peut dire au moins transmettre ça. Et 2, on connaît la réalité parce que la psychologie entrepreneuriale, la gestion de la trésorerie en temps serré, plein de choses que nous, on a vécues, on a un niveau d'empathie et de connaissance qui est peut-être qui est nécessaire à mon sens si on veut bien les accompagner et bien intégrer tout le côté multidimensionnel d'un projet qui est bien sûr le projet, mais l'humain, l'entrepreneur aussi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on pense que l'accompagnement tel qu'on le propose, il est un peu différent, mais voilà, c'est cet ADN-là aujourd'hui, entrepreneur. D'ailleurs, c'est rigolo, Sébastien utilise le mot start-upper, mais je hais ce mot-là. J'exècre ce mot-là. Qu'est-ce que vous dites d'un décor. Je reste sur entrepreneur. Entrepreneur. Demain, ça sera des PME, ce sera peut-être des ETI, ce sera peut-être encore d'autres choses. Mais il n'y a pas de décorum dans leur approche. Ils sont là pour générer du chiffre d'affaires, ils sont là pour faire de l'activité. Ils ne sont pas là pour lever des fonds. Ils le font parce qu'ils en ont besoin pour développer leur entreprise et c'est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Et on veut, on va dire que notre approche soit aussi concrète que ça et un peu nettoyer du décorum Startup Nation. Oui, c'est bien de multiplier le nombre de startups et c'est super important de le faire parce qu'on multiplie les prises de risques, les initiatives et demain les sens de succès. Mais ça doit toujours se faire avec une bottom line qui est juste basique. Ils sont là pour générer de l'activité qui demain, on espère, sera pérenne, du chiffre d'affaires pérenne et des emplois. Donc,
Côté décorum, ça, voilà, pas trop fan. Lors de la création du CEMIA en 1999, la structure a pris une orientation très médicale et medtech. Est-ce que vous êtes sorti de cette orientation et où en êtes-vous maintenant? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes maintenant sur un positionnement multisectoriel? Oui, on est généraliste, ça c'est sûr. Assumé, numérique. Aujourd'hui, la partie santé, ça pèse à peu près un gros 40% de CEMIA Alsace, donc vraiment Oui. l'incubateur alsacien. Sur les autres territoires, il n'y a pas cette connotation. Après, cette connotation, elle est juste normale compte tenu de l'écosystème local où on mixe une excellence de recherche. On a des Nobel, on a l'IRCAD, on a plein de choses qui tirent la recherche publique-privée de manière forte. On a de l'académique de bon niveau, très bon niveau, et de belles universités. Donc, on a tous les fondamentaux pour qu'un écosystème se structure au sein d'une verticale. Et aujourd'hui, bien évidemment, on a une double mission à mon sens. C'est de développer tous les autres secteurs et de faire exister sur la carte de France Strasbourg, le Grand Est, dans le domaine du digital. Et c'est ce que dit Sébastien, c'est une entreprise, son actif, il est numérique. Son process, ils l'ont imaginé, mais derrière, il y a un énorme actif numérique, c'est une boîte digitale aussi. Et on en aura d'autres qui vont faire parler d'elle dans les mois et semaines qui viennent. Mais par contre, la santé aussi. La santé, c'est une pépite qu'on a. Et pour moi, c'est notre responsabilité de faire grandir cette chose-là pour que le rayonnement qui est déjà national demain devienne international. Avoir deux choses qui cohabitent, ça veut dire que l'une est prépondérante sur l'autre dans l'énergie qu'on met à la développer. Et après, il faut juste être lucide par rapport à l'identité d'un territoire. La Lorraine, la Champagne-Ardenne ont d'autres actifs, d'autres verticales sur lesquelles elles sont un peu revendiquées d'une certaine légitimité et un certain rayonnement, l'industrie, l'agro, bioéco, en fonction de ces autres régions. C'est un état de fait. On ne va pas lutter contre le fait qu'on a un écosystème puissant, entre guillemets, dans le domaine de la santé. Mais par contre, à nous de travailler pour qu'il y ait de plus en plus de startups qui se développent dans cette filière-là, quitte à faire de l'attractivité, ce qu'on fait aujourd'hui, de startups d'autres territoires qui viennent s'implanter. Sébastien, vous allez bientôt intégrer la blockchain dans votre système de paiement, dans votre compta. Est-ce que pour faire entrer la blockchain dans vos applicatifs, est-ce que vous avez travaillé avec d'autres sociétés qui sont incubées chez CEMIA? Oui, tout à fait. J'avais rien, je partais de zéro, moi, sur tous ces sujets-là, avant de rentrer au CEMIA. J'ai pris de très bons contacts, des contacts pertinents avec des gens issus de la tech, de la deep tech. Et j'ai pu beaucoup m'améliorer en très peu de temps sur tous ces sujets, quoi. Ah oui, oui, on a déjà commencé avec certaines entreprises du CEMIA, mais avec d'autres aussi. Et ça c'est un point fort en fait de cet écosystème. Parce que comme le dit Stéphane, je ne suis pas issu de la tech au final. Et d'être au CEMIA m'a permis d'intégrer, de renforcer tous ces sujets-là, quoi. Donc oui, la blockchain, c'est un enjeu pour nous, un enjeu d'optimisation logistique, des flux logistiques complexes qu'on est en train de gérer, et sanitaire, vétérinaire dans un second temps, pour assurer en fait la traçabilité, la sûreté en fait des chaînes du froid, qu'il n'y ait pas de rupture de chaîne du froid. Et il y a une vraie volonté de notre part également de blockchainer, puisqu'on les gère également aujourd'hui, pas de cette manière-là, mais blockchainer les flux financiers. Quel a été l'impact de la crise l'année dernière sur le développement de votre activité? Alors, ça a été un impact qu'on a pris un peu dans la tronche parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais vous savez, l'an dernier, on a fait quasiment 10 fois plus de chiffres. Et cette année, on est sur la même tendance. Avec un objectif de quel chiffre d'affaires cette année? Ouais, cette année, on devrait atteindre les 4 millions de chiffres d'affaires avec ce qu'on a concrétisé au moment où on se parle. J'espère qu'on arrive à les dépasser, à les franchir. Il y a un objectif de 11 millions l'année prochaine. Et quand je vous dis 4 millions, 11 millions, imaginez le nombre de salades qui doivent transiter. Et d'ailleurs, vous vous rémunérez comment? Vous vous rémunérez sur le commerçant ou sur le producteur? Eh bien, le commerçant assume, lui, notre fonctionnement. Le commerçant va régler en fait le prix du producteur, le fonctionnement de direct market et le coût logistique au réel.
Donc, aucune charge ne repose sur les épaules du producteur. C'est un service qui est gratuit pour le producteur et qui est fourni aux commerçants. Aujourd'hui, on arrive à faire ça en n'étant pas plus cher pour le commerçant. Donc, ça veut dire qu'on lui permet de maintenir sa performance commerciale. C'est important que les deux parties gagnent de l'argent et continuent de gagner de l'argent, en tout cas pas moins par rapport à aujourd'hui. Et au final, et puisqu'il est là, l'impact, il sera favorable pour le commerçant, pas s'il achète forcément que au bon prix, mais s'il arrive à vendre ses produits. Donc au final, Direct Market n'est pas plus cher pour le consommateur. Donc on entend partout, pour consommer des produits locaux, il va falloir mettre la main à la poche. Ça va vous coûter, eh bien avec Direct Market, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on reconnaît les espaces Direct Market dans les enseignes, dans les grandes surfaces? Je me décale un petit peu. Oui, on voit sur le fond d'écran Alors, ils sont un corner Direct Market. Oui, c'est ça. Ils sont tous un petit peu différents les uns des autres. On est très agiles sur ce sujet-là. Les différentes enseignes avec lesquelles on travaille nous disent continuez de bosser avec tout le monde parce que c'est comme ça que vous arriverez le mieux à nous servir. Voilà, on peut assurer, on leur apporte aussi une parole de tiers de confiance par rapport à la part qui est reversée au producteur. Et puis, c'est tout à fait libre en termes de mise en avant. On fait fabriquer aujourd'hui du mobilier, alors vous voyez des kits PLV, mais on fait fabriquer des meubles à partir de bois recyclé par une association de réinsertion du côté de Strasbourg. Les commerçants peuvent, et certains les achètent, acheter ces produits-là qu'on leur met à disposition pour mettre cette démarche-là en valeur. Donc, ils bénéficient aussi de notre étiquette de transparence du prix. Et ça, c'est une fonction de base sur la plateforme. C'est une étiquette totalement inédite qui était adressée au consommateur final, donc chose qui est impossible aujourd'hui pour un grand distributeur, d'afficher le nom de l'exploitation d'origine, la distance qui sépare cette exploitation du point de vente, et le conso peut lire le prix qu'il va payer, la TVA, et sujet inédit, la part de ce prix-là qu'il va payer, qui revient à chacun. La part qui revient au producteur, la part qui revient aux commerçants, celle de Direct Market, celle de la logistique. On doit permettre aux consos, aux commerçants en tout cas, de donner cette capacité à son consommateur de faire son achat en connaissance de cause. Est-ce que la production de légumes locaux et la vente de produits locaux revient en fin de circuit plus cher que les circuits traditionnels qui se sont mis en place dans la grande distribution? Oui, bien sûr, parce que… De combien? Écoutez, aujourd'hui, on permet, nous, par rapport à des circuits habituels, aux producteurs de valoriser de 15% jusqu'à, selon les produits, 70% plus cher leur production. En n'étant pas plus cher, j'insiste bien sur ce sujet-là, quoi. Donc, mais quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas d'une agriculture industrialisée, mais mécanisée. Voilà, ça sont des sujets qui sont traités de manière massive, très bien et mieux que nous par les enseignes aujourd'hui. Je vous parle vraiment de production locale où des fraises peuvent être déposées à la main dans la barquette. Les récoltes sont faites à la main. Enfin, vous voyez, c'est une autre dimension, ce dont on parle aujourd'hui, quoi. Donc oui, effectivement, c'est une production qui coûte plus cher, mais qu'on arrive, nous aussi, à valoriser beaucoup plus cher pour le producteur. Et Michael, dans vos serres, est-ce que vous avez calculé le prix de revient des productions de légumes ou éventuellement de fruits? Je ne sais pas ce qu'on peut y produire d'autre. Oui, alors justement, c'est des fruits qui sont avec la saison, c'est des légumes qui accompagnent les différentes températures que vous allez trouver en hiver et en été. Donc nous, on raisonne sur un plan de culture intégré, c'est-à-dire qu'on va chercher à optimiser chaque espace en fonction des saisons. Et vous pouvez être, donc là, plus en hiver, hein, sur de la blette, sur du poireau, sur différents types de choux. Et là, on est en train de changer la saison, donc on a récolté tout ça. On a commencé à mettre les tomates, les poivrons, etc., donc les légumes de la haute saison. Et au global, hein, ce qu'on produit sur un an par rapport à ce plan de culture intégré qui cherche vraiment à optimiser tous les espaces, on est capable de sortir pour 2 400 € de production si on compare ça avec des prix du bio, tout simplement. Donc, pour avoir au moins une base de calcul, sachant qu'après, d'un point de vue nutritif, comme je le disais tout à l'heure, du caractère ultra frais de la production, on est en termes d'acides aminés, de vitamines et de micronutriments largement au-dessus des standards du marché là-dessus. Donc, on est rentabilisé après 4 à 5 années, c'est ça?
Oui, On est 5 à 6 amorti? années en fonction des options, en fonction aussi du territoire, hein. C'est forcément les territoires plus ensoleillés que d'autres, ça va jouer. Il y a une montée en compétences aussi sur la prise en main des outils. Mais en Mhm. tout cas, la serre va vraiment contribuer à faire largement diminuer la dépendance à l'extérieur et ça Mhm. permettra d'alimenter les assiettes en toute saison. Et c'est vraiment notre objectif avec nos serres Ouais. connectées. Michael, revenons au financement de MyFood et à la croissance à la croissance de la société. Vous Oui. avez réalisé combien de levées de fonds en tout? Alors, deux levées de fonds, une première en 2018, si je ne me trompe pas. Donc, on a fait rentrer un premier investisseur qui nous a permis de nous poser ici à Molsheim et de sortir de nos garages, hein. Donc, on a commencé sur fonds propres et on a été encore dans les garages pendant quasiment les 2 premières années de la société. On faisait quasiment tout nous-mêmes, hein, voilà. Mhm. Et cette première levée de fonds nous a permis de sortir un peu du bois, d'avoir une vraie existence, on va dire, physique ici dans nos locaux à Molsheim. On a maintenant nos locaux d'expérimentation, une équipe de plus de 15 personnes. Et ensuite, une seconde levée de croissance qui a été réalisée un an plus tard de manière collaborative cette fois-ci. Donc, on a fait rentrer quelques business angels et on est passé par une plateforme de crowd equity, enfin de financement participatif à travers des personnes qui ne nous connaissaient pas, enfin ne nous avaient jamais rencontrés, mais ont suivi le projet depuis ses débuts et Mhm. ont simplement contribué à rentrer aussi au capital à travers l'entreprise Lita qui fait la passerelle entre les deux, entre une campagne de financement participatif par action et une communauté de personnes qui souhaitent s'investir dans un projet de type impact. Stéphane, est-ce qu'il y a des problématiques spécifiques au financement des entreprises qui se sont posées en cette période de crise? Cette période de crise particulière, Ouais. je dirais non. En tout cas, pas sur une population d'incubés, où on est assez jeune et le niveau d'exposition finalement au marché, au chiffre d'affaires est un peu plus faible qu'une boîte qui aurait 2-3 ans de plus et qui commence déjà à sortir 1 million de chiffres et qui peut voir cette part-là réduire, etc. Donc, le côté très jeune des projets fait que bon, on peut avoir une exposition un peu moindre. Ouais. Et sur les projets Deep Tech, on est encore sur des phases souvent de développement R&D. Donc, l'impact immédiat, non. Et BPI a fait un super boulot pour aider un certain nombre de boîtes et différents outils ont été mis en place. Donc, on n'a pas eu à affronter des problèmes particuliers, on va dire, là-dessus. Il y a de nouveaux, Après, il y a juste des problèmes qui sont, on va dire, récurrents sur le financement, ça, par contre, oui. Oui, il y a de nouveaux outils de financement qui ont été Surtout mis sur en le place démarrage. par la région. Est-ce que ces outils sont pertinents et est-ce que vous les avez déjà mis en œuvre? Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête comme outil. Sur la partie startup, ils ont deux outils ont été mis en place, qui est la bourse des 30 000 euros et l'aide au premier développement qui va jusqu'à 100. Et je pense que Sébastien a utilisé les deux de son côté. Mhm. Mickaël peut-être, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, ça fait la différence aujourd'hui et ça rend notre région hyper attractive parce que peu de régions ont ça et il y a un effet qui est extrêmement intéressant à voir aussi. C'est contrairement à l'Île-de-France, il y a un vrai chaînage entre nous, structure d'accompagnement, BPI, la région, euh, qui fait qu'on est capable de mobiliser les énergies sur les dossiers de manière coordonnée et de manière efficace. Et je pense que ça, c'est vraiment un vrai actif pour les projets, leur développement. Vous croyez, Stéphane, que ça marche mieux dans le Grand Est que dans les autres régions métropolitaines? Alors, regarde, moi, je suis hyper à l'aise pour en parler parce que je ne suis pas du Grand Est. Moi, je suis Ben arrivé il y a voilà, 3 donc ans c'est regard après une vie extérieur. dans Hein. le sud de la France. Et, Ouais. et donc, et j'en ai parlé avec des connaissances que j'avais en particulier dans le sud de la France. Mhm. On a une capacité de collaboration qui est assez unique. Et finalement, ce qu'on a réussi à faire avec le réseau d'incubateurs, peu de régions ont réussi à le faire avec cette échelle-là. Imaginez dans le sud, Marseille, Nice, Avignon, Toulon, travailler ensemble au travers des incubateurs. C'est juste de la science-fiction. Mhm. On a réussi à le faire ici. Je pense qu'il y a un mindset, il y a une façon de travailler et des énergies à tous les niveaux, je pense, qui sont toutes mobilisées pour le développement de ces entreprises, indépendamment, en tout cas, des intérêts propres. Donc, Mais vous moi, c'est parlez ça d'un qui mindset, m'a vraiment Stéphane, surpris mais devant. entre les problématiques strasbourgeoises et les problématiques de Charleville-Mézières, on n'a pas du tout la même approche et du coup, on n'a pas le même mindset. Comment est-ce que la mayonnaise peut prendre? Non,
Parce que en tout cas ceux qui nous financent de tous les côtés, euh, font confiance à l'approche qu'on a et considèrent que ce collectif qu'on est en train de bâtir a une valeur et qu'on respecte, nous, en tant qu'opérateurs d'incubation, les spécificités de chacun des territoires et qui voient très bien d'un bon œil le fait que, en l'occurrence, un projet de Charleville puisse bénéficier de l'expertise des gens accompagnants de Strasbourg et qu'on Ouais. fasse le lien entre des projets qui sont chez nous et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, quand je parle de mindset, c'est celui-là, c'est ce côté collaboratif qui va au-delà de sa propre frontière, qui a la capacité à travailler avec les autres. Et c'est pas que des mots aujourd'hui, c'est une vraie réalité. On est dans une région, le Grand Est, qui compte 4 pays frontaliers, 4 frontières, qui compte des frontières avec 4 pays différents, Belgique, Luxembourg, Allemagne et Suisse. Est-ce que ça a un impact sur la vie et sur le développement des entreprises du CEMIA? Alors, j'ai toujours tendance à dire sur des startups à incuber, l'international, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il faut avoir cette culture internationale si le projet le nécessite. Après, attention de ne pas aller trop vite. Mais par contre, il y a des secteurs sur lesquels penser international de manière native, comme la santé, biotech, medtech, on est tout de suite sur un état d'esprit qui est nativement international. Oui, ça devient intéressant d'avoir des amis, des copains, des voisins avec qui travailler, faire des choses en commun. Et c'est ce qu'on a fait dans le domaine de la santé en ayant fait un événement qui mêlait pharma, investisseurs, business angels. Allô? Stéphane, on perd le réseau. Stéphane, on a perdu le réseau. On reviendra à vous, Stéphane, dans une minute si le réseau revient. Michael, quelles sont vos ambitions à l'international, puisqu'on parlait d'international tout de suite avec Stéphane? Quelles Alors, sont les ambitions l'avantage, de MyFood à l'export? oui, alors l'avantage de pouvoir travailler avec une acquisition qui est clairement digitale, donc nous, les personnes nous rencontrent à distance, donc à travers les réseaux sociaux, à travers les témoignages des personnes qui viennent montrer Oui. leur production directement sur ces plateformes. Ça nous permet finalement, grâce à cette fameuse porosité des réseaux sociaux, d'aller toucher assez simplement les pays déjà limitrophes. Donc on va parler du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse. C'est déjà des marchés qui, entre guillemets, s'ouvrent à nous de manière assez naturelle. Et après, de manière assez opportuniste, on peut aller un peu plus loin, donc toujours dans la francophonie au Canada, où la barrière de la langue n'est pas là, donc ça permet aussi de simplifier les échanges. Oui. Et vu que cette problématique alimentaire qu'on adresse, finalement, elle est assez globale, elle peut vraiment toucher tout le monde. On a des cercles qui sont partis jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Qatar, jusqu'en Chine. Enfin voilà, c'est de manière assez opportuniste. On est aujourd'hui, grâce au routier de l'Est ici à Molsheim, en mesure de pouvoir envoyer des conteneurs à peu près n'importe où. Les routiers de l'Est, c'est votre partenaire logistique? Oui, notre partenaire logistique qui Oui. travaille avec des grands comptes, généralement plus dans le pharmaceutique et dans l'industrie. Et aujourd'hui aussi avec nous, cette petite start-up qui ne cesse de croître pour nous permettre aussi d'avoir accès à un service de logisticien complet, réception, préparation et envoi de matériel. Et Sébastien, même question, quelles sont vos ambitions à l'international? Écoutez, elles sont claires. Elles sont claires. Par rapport à ce que disait Stéphane, nous, effectivement, on pense international depuis le début, mais on met un pied devant l'autre. On doit poser chaque marche solidement pour que la prochaine soit envisageable. Donc, le sujet de l'international aujourd'hui, pour nous, c'est des contacts très avancés avec différentes enseignes de grandes distries dans différents pays. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Portugal. Je pense qu'il y a un vrai sujet très chaud qui va émerger d'ici le deuxième semestre de cette année. L'Italie en fait partie également, le nord de l'Italie, parce que le sud de l'Italie, voilà, nous, on est très pertinent dans les problématiques métropolitaines de métropole, la gestion de l'approvisionnement sur ces métropoles. Voilà. La Suisse est très demandeuse également. Certaines enseignes, le Benelux, on est en contact là, assez proche avec le groupe Deleuze. Et puis, on est sollicité depuis quelques mois déjà par des enseignes et des coopératives agricoles au Canada. Donc, cette ambition internationale, elle est claire. Ce qu'on fait, nous, en France, sur une bonne partie du territoire aujourd'hui,
eh bien, on peut le faire ailleurs aussi. Il y a ces mêmes besoins. Je vais même aller un peu plus loin, mais on a déjà été contacté par des sociétés chinoises qui, elles, ont vraiment ces problématiques de très grandes métropoles et qui ont aussi ces sujets-là à traiter, quoi. Donc, Mais je alors en dirais, Chine, il faudrait remettre en place tout un réseau d'approvisionnement. Comment est-ce que vous feriez ça? c'est notre métier de gérer ça. C'est notre métier de gérer ça, quoi. On met tout ça en place parce que ce qu'on fait Mhm. aujourd'hui en France n'existe pas. Les moyens existent, mais ils ne sont pas mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on trouve des transporteurs, on trouve des producteurs, plus ou moins, beaucoup d'aspérité même sur le territoire français, hein. Ouais. Donc aujourd'hui, on est déjà confronté à ça et on sait aujourd'hui très bien le gérer, on sait mettre ça en œuvre. Est-ce que vous êtes aussi fort sur toutes les régions de France métropolitaine ou est-ce qu'il y a des régions sur lesquelles vous avez encore des trous? Bien, écoutez, les trous, aujourd'hui, je dirais, c'est un petit peu dans le Grand Est. Mais ça Bizarrement, c'est arrive. votre région d'origine? Ouais, bizarrement, mais vous savez, c'est un socle. C'est un socle historique pour moi aussi, le Grand Est et l'Alsace. Donc c'est ici, c'est ma maison ici, c'est mon pays, même si j'ai vadrouillé partout sur la planète dans le milieu Mm. professionnel. Mais un Alsacien revient en Alsace tôt ou tard, c'est son socle. Aujourd'hui, on s'est développé, enfin il y a quelques années, on a commencé à se développer en Île-de-France. Pourquoi? C'est un sujet stratégique. À se développer en Alsace, pour nous, c'était pas prendre le sujet de la bonne manière. L'endroit en France qui est le plus demandeur, dans lequel le grand écart entre l'offre et la demande est le plus important, c'est bien l'Île-de-France. C'est aussi la métropole la plus grande en Europe. C'est une zone logistique très complexe à gérer. C'est aussi le siège des principaux, pas tous, mais des principales enseignes de grande distribution. C'était pour nous le moyen d'entrer tout de suite sur un territoire à prendre, Mm. à servir, et puis de faire la preuve que ce qu'on fait, ça marche. Aujourd'hui, on est présent en Hauts-de-France, sur l'Ouest, le Sud-Ouest, on est en train de se développer sur le Sud-Est, il y a des zones en travail Mm. dans les Bouches-du-Rhône et en cours de travail dans le Grand Est également. Stéphane, pardon, tout à l'heure, on a été, à un moment, on a perdu la connexion. On était sur la thématique de l'internationalisation des activités de Semia. Est-ce que vous avez des entreprises, des startups qui sont sorties de Semia et qui sont devenues très fortes à l'international? Très forte à l'international. Ouais. Il y en a qui opèrent des activités à l'international, mais c'est chez les plus anciens, on va dire. Mais Donc, typiquement, c'est du franco-allemand ou c'est du grand export? non, moi, je prends l'exemple de mon président, parce qu'il y a Neuville qui est patron de domaine thérapeutique. S'il opère une société au Canada, par exemple. Mm. Chaque business va avoir sa réalité. Certains sont allés du côté allemand, bien évidemment. Mais d'autres iront ailleurs et je pense qu'on va commencer à écrire ces histoires. C'est ce que va faire Sébastien en dehors de. Il va pas forcément viser l'Allemagne, il va viser l'international avec différentes opportunités et d'autres communes sont dans cette optique-là. Physimed, elle vend, c'est du e-commerce, elle vend partout sur la planète finalement aujourd'hui. Physimed, dites-nous ce que c'est. Physimed, c'est une sonde pour la rééducation du périnée, donc c'est une ancienne incubée qui est désormais accélérée. Donc c'est du dispositif médical. Médical, on va dire, ouais. Et Mm. aujourd'hui, les modes de distribution font qu'elle est sur un réseau de distributeurs internationaux. Donc, Mm. le produit, c'est ce que je disais tout à l'heure en aparté sur la santé. La santé, c'est mondial, il n'y a pas forcément sur tel ou tel pays. Il peut y avoir des chemins d'accès qui sont différents, des chemins réglementaires qui peuvent être différents, etc. Mais à la fin, cette problématique-là, elle concerne toute la planète. Donc, ces startups regardent de partout. Vous êtes bien placé depuis Strasbourg pour les accompagner à l'international? Oui, et puis on a des relais, on a Scalinov, le programme d'accélération, dont c'est encore plus le travail que nous. Nous, on va dire, on est là pour les premières années, les premières étapes, et soit le premier tour de financement significatif pour les projets très capitalistiques et deep tech, soit, comme ce que fait Sébastien, pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou presque, ce genre d'indicateur. Après, c'est aux entreprises de prendre leur destin en main. Elles ont un certain nombre d'outils pour regarder de manière plus structurée à l'international, des programmes autour de BPI, Scalinov, et pour les entreprises
on va dire les plus en croissance, elles vont structurer un board avec de l'intelligence au sein de ce board qui va ouvrir des portes. C'est une construction finalement après d'entreprises classiques qui décident d'aller à l'international et qui met de l'intelligence dans son équipe opérationnelle ou dans sa gouvernance. Voilà, les clés du succès ne sont pas que par des structures comme les nôtres qui vont les apporter, elles vont aussi être dans la manière et dans l'intelligence dans laquelle ils vont monter leur boîte et toute leur gouvernance et l'écosystème autour de leur boîte. Très bien, je vous remercie tous les trois, je vous remercie au nom de la tribune d'avoir participé à ce débat sur le développement des startups et sur le développement des smart tech et de la transition écologique dans le Grand Est. Je vous souhaite beaucoup de succès, Sébastien. Je sais que Direct Market sort bientôt de cette phase d'incubation. Vous sortez quand de Semia? Stéphane, je pense que… Quand on aura le moment de faire un pot pour fêter cette levée de fonds, et c'est quelques centaines, voire millions de chiffres d'affaires, donc il faut qu'on fasse un pot pour marquer le coup et après on fera. Donc c'est pour bientôt, j'espère. On va trouver une table, vous fêtez ça. À vous aussi, Michael. Je vous souhaite beaucoup de succès cette année avec les serres de MyFood. Apparemment, c'est bien parti. Et oui. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier, à bientôt. Au revoir. La tribune.